Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Où êtes-vous là maintenant? Chez vous? À l'extérieur? Regardez vos pieds. Où sont-ils posés? Sur terre, oui, évidemment. Sauf Gekaude, qui écoute sans doute en nageant. Mais les autres? Nos pieds nous mettent en prise directe au sol. Mais le sol, c'est quoi? Les sols, que sont-ils? Que cachent-ils? Que seront-ils en 2050? Et avant de répondre à cette question, j'ai envie de vous parler d'un podcast qui se joue des sols. Bitume, boue, sol souple, sol dur, parfois sur piste même. Les sols font partie de son ADN. Ce podcast, c'est Jogging Bonito, sur le running. Alors je vous rassure, pas besoin d'être un athlète, même une runneuse du dimanche comme moi y trouve son compte. Alors je vous invite à aller découvrir Margie, Émir et David, et désormais leur invité depuis le récent épisode 13. Bonne ambiance garantie, ainsi que l'envie de chausser même vos vieilles baskets. Vous deviendrez vite une ou un bonito. Je vous parle de Jogging Bonito parce que c'est un podcast que j'écoute et parce que, comme moi, il fait partie du réseau Podcastéo, ce réseau d'entraide entre podcasts indépendants. Alors, à vos écouteurs et à vos running. Le sol, donc, c'est le thème choisi par mon invitée cette semaine, Sophie Raous. Ensemble, nous parlons d'habitat participatif, de sol et de foncier, et de temps long, évidemment, de 2050. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour Rebecca. Alors tu m'accueilles aujourd'hui dans une maison commune qui fait partie de ton quartier. Tu peux me dire ce qu'est ce lieu? Alors du coup, oui, on est aux Éco-Bâtisseurs à Louvigny. C'est un habitat participatif. En fait, c'est un projet qui a été monté il y a une petite dizaine d'années par un groupe de 13 familles qui avait pour volonté de réfléchir d'une part au vivre ensemble et d'autre part à la mutualisation de certains services, de certaines choses de notre quotidien. Et du coup, ils les ont créés parce que nous, on est arrivé après. D'accord. On est arrivé quand c'était fini. le beau rôle. En fait, nous, on a remplacé une famille qui est partie. Et du coup, le principe, c'est qu'on a chacun une maison. C'est des maisons qui sont attenantes. Donc, il y a 13 maisons attenantes. Et puis, il y a des espaces communs. Donc, on a un grand espace vert au centre. Une maison commune, donc dans laquelle on est aujourd'hui. Oui. Avec donc une grande salle et puis des chambres à l'étage où on peut accueillir des amis, de la famille quand on en a besoin. Ouais. Et puis, on a un boulanger qui est au milieu du terrain. Qui est ouvert sur le quartier, l'ensemble du quartier, quoi, ouais. Qui vend du pain à l'ensemble du quartier, mais la boulangerie fait partie de ces espaces communs, et puis on a des potagers aussi en commun. D'accord. Donc on a construit le projet autour de ces différents espaces, et puis pour moi ça avait une signification particulière parce que je travaille sur les sols depuis longtemps, sur cette question de l'occupation du sol et de l'économie de cette ressource. Et du coup, ça avait beaucoup de sens de réfléchir à comment limiter notre impact au sol. Oui. Et essayer de... Cette mutualisation de services, ça permet aussi de... au lieu d'avoir chacun un jardin de 100 mètres carrés, un potager de 200 mètres carrés aussi, et 2 chambres d'amis chez soi, et tout ça, on l'a, mais on le partage. D'accord. Donc ça veut dire qu'au-delà, oui, tu parlais bien de vivre ensemble, au-delà des bâtiments, de ces espaces, c'est vraiment une logique où on est capable de s'entendre à l'échelle de 13 familles pour dire, voilà, on fait pousser, je sais pas, des carottes plutôt que des tomates, et on s'organise pour savoir qui organise une fête quand dans la maison commune. Donc c'est vraiment une logique de partage. C'est aussi une logique de partage dans une société qui s'individualise énormément et qui, avec une logique très individuelle et très centrée sur soi.
où moi, ça avait beaucoup de sens aussi de rentrer dans cette logique-là, d'essayer d'avoir d'autres repères, de donner d'autres repères à mes enfants aussi, éducatifs. Ouais, cette logique de lien social, elle est assez intéressante, tout en n'étant pas intrusive. On n'est pas une communauté non plus. C'est pas du tout, quoi, c'est pas l'esprit, en tout cas. On a vraiment chacun notre maison et il arrive, nous, que pendant une semaine, 2 semaines, on voit personne. Mais il y a cette bienveillance qui règne dans le quartier et cette possibilité toujours d'avoir son voisin à côté qui est bienveillant. D'accord. Alors, ces 13 maisons, elles sont pas, c'est pas un îlot, une île au milieu de nulle part. Il y a vraiment d'autres habitations juste à côté. Comment les autres habitants voient cet îlot, justement? Est-ce que vous passez pour des doux rêveurs, des bobos, ou comment ça se passe? Alors, nous, on n'était pas là au démarrage. Donc, on n'a pas vécu cette phase d'installation dans le quartier. Je pense que ça a attisé beaucoup de curiosité, pas forcément de rejet. Je crois pas, après peut-être que c'est mon côté naïf qui prend le dessus. Mais je crois que voilà, de la curiosité, peut-être un peu de méfiance, parce que ce qui est nouveau, forcément, ça déclenche de la méfiance souvent, malheureusement. Donc un peu au démarrage en tout cas. Aujourd'hui, oui, c'est toujours un peu cette curiosité ces a priori aussi, sur le côté beatnik et communauté, où tout le monde est avec tout le monde et où il y en a beaucoup qui ont cette vision-là, bien sûr, qui ne connaissent pas. Mais après, les gens qu'on côtoie, ils sont plutôt bienveillants, donc c'est pas, on n'a pas cette logique-là. Et il y en a beaucoup qui... moi, ça m'est arrivé de faire des réunions de l'association des parents d'élèves de l'école de ma fille, dans la maison commune. Et du coup, qui arrivent là, et on sent tous les a priori qui tombent d'un coup. À dire, ah ouais, mais en fait, c'est super, le projet, moi, j'imaginais pas du tout ça comme ça. Donc, il faut, quoi, c'est un peu comme ça, d'ailleurs, sur tous les a priori, tant qu'on ne connaît pas, on s'appuie sur notre méfiance. Et exactement, sur nos peurs. les préjugés qu'on peut trimballer dans notre petite tête. Alors, tu as évoqué le thème que nous allons aborder au cours de cette conversation, la question des sols. J'aime beaucoup ce sujet. Souvent, on dit l'eau, c'est la vie. Et je crois que pour toi, l'eau sans doute, mais aussi les sols. Ouais, les sols, j'y suis tombée pendant mes études. Parce que j'ai commencé, j'ai fait une école de géologie. Et du coup, j'ai eu une approche au départ, au démarrage des sols qui était très minérale. C'était le sous-sol d'abord, ensuite les différentes couches. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de l'histoire. Voilà. Donc avec une approche très minérale qui est devenue un peu organique après dans ma thèse où je me suis rendu compte petit à petit on se fait notre culture aussi. Et finalement au fur et à mesure, donc j'ai arrêté la recherche après ma thèse où j'ai travaillé sur la réhabilitation de mines de nickel au Brésil. Et où j'ai eu l'occasion de bien comprendre l'organisation des sols tropicaux, donc la richesse en matière organique, le fonctionnement des sols là-bas. Et puis à la fin de ma thèse, j'avais pas envie de continuer dans la recherche parce que ça a amené une spécialisation qui était trop restrictive, ou en tout cas, moi, je ressentais cette envie d'élargir à d'autres disciplines, de pouvoir travailler avec davantage de disciplines différentes. Et ce thème des sols, il est particulièrement, petit à petit, et plus je l'étudie, plus je réalise ça, la puissance de cette... de l'étude des sols. Alors, on ne va pas juste parler de la pédologie, qui est la science qui étudie les sols, mais finalement, je me suis rendu compte que le sol, c'est quelque chose c'est un objet qui rallie toutes les problématiques qu'on peut rencontrer actuellement, que ce soit crise alimentaire, crise énergétique, crise sociétale. On a
on a en tout cas un objet, quand on parle de sol, on parle de toutes les fonctions qu'il assure au quotidien. Et du coup, ça va être de comprendre comment on décide de l'affectation des sols et comment est-ce qu'on arrive à déterminer à tel endroit qu'est-ce qui est le plus judicieux d'implanter. Est-ce que vraiment c'est judicieux d'implanter une zone d'activité à cet endroit? Et pour comprendre si c'est judicieux ou pas, il faut se poser la question des fonctions qu'on risque de perdre. Parce que tu parlais d'eau tout à l'heure, le sol, ça a un rôle énorme dans le stockage, la filtration de l'eau. Mais le sol, ça va également avoir un rôle énorme dans la régulation des gaz à effet de serre, l'atténuation du changement climatique par le stockage de carbone dans le sol. Ou bien ça va avoir un rôle important sur notre alimentation, parce que c'est de là qu'on produit la nourriture, dont 95% de notre alimentation, elle vient du sol. Il va aussi avoir un rôle important dans notre histoire, parce que c'est dans le sol qu'on stocke aussi l'histoire de nos civilisations, tout ce qui est fouilles archéologiques, etc. Donc il y a ce volet-là, mais le sol, ça va être aussi de la biodiversité et du coup des médicaments qu'on synthétise à partir des bactéries qui vivent dans le sol. On a une très grande, je crois que c'est 70% de nos antibiotiques qui sont synthétisés à partir de substances qui sont produites par des bactéries qui vivent dans le sol. Et aujourd'hui, on ne connaît que 10% de la biodiversité du sol. Donc ça, quand je dis le choix le plus judicieux à un endroit donné, il faudrait, parce qu'on en est encore loin malheureusement, mais que chacun ait cette vision du sol multifonctionnel. Oui, et on est loin de s'en rendre compte. Et quand tu parles d'occupation du sol, on parle forcément d'aménagement du territoire. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, encore beaucoup, les choix d'occupation du sol se font plutôt par un prisme de la pression foncière. Parce que souvent, en aménagement du territoire, on ne parle pas du sol, on parle de foncier. Et donc, c'est toute une culture voilà, faut quasiment renverser la table. Ça, c'est très vrai. D'ailleurs, quand on avait commencé, parce qu'aujourd'hui, je travaille à l'Institut régional du développement durable, qui fait de la médiation scientifique. Et quand on a commencé à travailler sur ce thème du sol, j'étais allée voir des géographes de géographie sociale, en leur disant, voilà, on va commencer un cycle de travail sur le sol. Ils m'avaient répondu, mais nous, on ne travaille pas sur le sol, on travaille sur le foncier. Ah, ben oui, Et c'est vraiment assez, pas amusant, c'est pas le terme, mais étonnant, ouais, de voir que nos spécialistes qui ont des connaissances très précieuses pour arriver à cette compréhension du sol, des enjeux de sa préservation, mais aussi toute cette spéculation foncière autour du sol, il faudrait l'appui des géographes sociaux, des économistes est particulièrement intéressante, mais aujourd'hui on est encore dans une logique très sectorisée, où on a ceux qui s'occupent du foncier et on a à côté, parfois très très loin, ceux qui connaissent les caractéristiques du sol et le potentiel de service que peut rendre le sol à un endroit donné. Et arriver à rapprocher ces publics, ce serait ça. On est déjà sur les vœux pieux. Oui, alors peut-être qu'en plus, parce qu'à l'heure où on enregistre, les dernières consultations vont être lancées là, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et je ne sais pas justement si cette approche pluridisciplinaire transversale du sol a été prise en compte dans les études, dans les dernières études notamment, qui permettront ou pas d'aboutir à une décision. Le problème qu'on a, il y a énormément de personnes militantes qui ont permis de faire réaliser, en tout cas aux porteurs de ce projet d'aéroport, que le sol à cet endroit-là, il y avait des enjeux bien plus importants à préserver que celui d'installer un aéroport. Après, c'est un jugement de valeur bien plus important. Je suis mal placée parce que je ne connais pas bien le projet, je n'ai pas suivi, bien sûr, de manière médiatique, je le connais, mais de là à m'en faire... je n'ai jamais étudié les sols sur lesquels ce projet s'installe, donc je ne saurais pas dire dans le détail scientifique. Mais en tout cas... c'est un bon exemple assez navrant de voir qu'aujourd'hui, on est encore dans une logique plutôt de friction entre le béton versus le naturel. Et
Cette logique, on la ressent aussi sur agriculture versus urbanisation, où aujourd'hui les agriculteurs s'alarment, à juste titre, de voir l'extension des zones urbaines qui vient grignoter de la terre agricole. Pourquoi? Parce que les terrains agricoles, ils sont proches des villes, forcément. Avant, c'était pour nourrir les villes. Et les villes s'implantaient sur des terrains fertiles pour pouvoir nourrir la population, et c'était une logique... Donc forcément, l'urbanisation aujourd'hui, elle vient grignoter de la terre fertile, mais on est... encore aujourd'hui dans une logique de conflit entre urbain versus naturel, agricole, versus toutes les autres fonctions, quoi, finalement. Et alors ça me fait penser, tout à l'heure je disais le sol c'est la vie, est-ce que ça serait un peu, voilà, un peu une phrase totem à partager? Et quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était dans le cadre de mon travail, c'était un agriculteur, pas un tout jeune agriculteur, ni un converti à l'agriculture, les fameux néo-ruraux, etc. C'était un agriculteur qui disait le sol c'est la vie. Et alors justement, si on se projette en 2050, dans 32 ans maintenant, qu'est-ce que tu imagines comme futur du sol, des sols? Alors c'est pas évident parce que dans la manière dont je travaille aujourd'hui, que ce soit dans ma vie, dans mon métier, que dans mon implication associative, parce que je suis administratrice de l'Association française d'études des sols aussi. Que ce soit sur ces deux implications, j'essaie de faire en sorte de mettre en place des projets pour que, à l'horizon 2050, on soit dans cette logique d'approche du sol multifonctionnel, de comprendre tous les services qu'il nous rend et d'arriver du coup à mettre en place des outils de gestion, notamment au niveau des documents d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme, des PLU, des PLUI, des SCOT, d'avoir cette logique. Alors on va traduire tous ces mots, donc PLU, plan local d'urbanisme, PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, et SCOT, schéma de cohérence territoriale. Voilà. Et du coup, à l'horizon 2050, dans l'idéal, ce serait de devoir aboutir tous ces projets de recherche, parce qu'on a un certain nombre de projets de recherche qui travaillent aujourd'hui sur comment techniquement arriver à faire en sorte d'arriver à avoir des outils qui permettent à un endroit donné de pouvoir sentir le potentiel que peut représenter le sol en termes d'alimentation, d'atténuation de changement climatique, d'épuration de l'eau, de fourniture de biodiversité, d'habitat. Et puis d'habitat aussi en termes d'urbanisation. Arriver à croiser tout ça, c'est super compliqué. On a des labos qui travaillent dessus, notamment dans le sud de la France. On a le CEREJ et le CNRS qui travaillent sur ces questions-là. Et donc en 2050, on espère, je souhaite en tout cas, que ces projets aient abouti à des outils qui permettent aux élus locaux d'avoir cette culture-là. Et je pense que dans 32 ans, j'imagine qu'on aura avancé là-dessus, que les projets auront abouti et que du coup, on ira vers ces outils opérationnels. Parce que je crois vraiment que l'élu local, il a un pouvoir immense sur les sols. C'est finalement à cette échelle-là que ça se joue, à mon sens. Que c'est par cette acculturation des élus locaux à ce potentiel que peut représenter les sols qu'on arrivera à une meilleure gestion et qui se rendent compte, en effet, le sol c'est la vie, c'est très poétique, mais ça peut paraître un peu naïf aussi de dire ça, mais c'est tellement vrai. Quand on voit toutes les fonctions qu'il assure, tout ce qu'il peut nous procurer chaque jour, du réveil le matin jusqu'à ce qu'on se rendorme le soir, toutes les fonctions qu'on va utiliser tout au long de la journée, c'est notre vie, finalement, tous les jours. Alors, depuis quelques années, il y a des travaux qui sont menés pour justement chiffrer les services rendus par la nature, pour dire, je sais pas, moi, ce mètre carré de verdure avec ces plantes, ces fleurs, etc., ça s'étend en valeur en euros de contribution à la société. Ces travaux sont intéressants parce qu'ils permettent justement à des gens qui n'ont pas cette culture des sols de se dire « Ah finalement, c'est pas rien pour ma commune,
ça rentre pas budgétairement en trésorerie, etc., mais ça a une valeur. Et en même temps, ces travaux sont aussi remis en cause parce que tout transformer, tout monétiser, c'est pas forcément l'approche philosophique la plus pertinente à l'échelle des enjeux planétaires. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 2050, il faut finalement que ces outils d'analyse se traduisent par ça, par cette monétisation? Est-ce que c'est par là qu'il faut aller pour qu'en 2050, on puisse avoir encore des espaces cultivables en ville, non pollués, etc. Je crois que la monétarisation des services rendus par la nature, au sens large, le sol et donc la nature, elle est intéressante en outil de sensibilisation. Donc pour permettre la prise de conscience, avoir quelques chiffres qui permettent de réaliser, par exemple, l'épuration de l'eau, ça coûte tant de mettre une station d'épuration, d'épurer notre eau. Et le sol, du coup, il va assurer naturellement ce service si on garde des sols vivants avec une biodiversité, etc. Et donc gratuitement. Donc arriver à avoir des éléments de comparaison comme ça me semble intéressant. Mais aujourd'hui, la crainte principale des scientifiques sur cette question de la monétarisation, en tout cas de ce que j'en sais, c'est que quand on monétarise, il faut qu'on ait une visibilité suffisamment grande de tous les services rendus par un écosystème et de pouvoir les caractériser de manière exhaustive. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne chiffre qu'une partie des services, donc du coup, qu'il y a certains qu'on ne chiffre pas, et donc ça voudrait dire qu'on les ignore, qu'ils n'existent pas. Alors que pourtant, on a peut-être plein de services qu'on utilise au quotidien, mais dont on ne réalise pas encore que la teneur, la teneur, l'importance. Je sais pas, le maintien des gens en bonne santé, peut-être qu'il tient aussi à des, je dis n'importe quoi, mais à des organismes qui vivent dans le sol ou dans l'air, qui épurent une partie de l'air. Ça, on n'a pas une visibilité suffisamment grande pour se dire on va pouvoir tout monétariser et avoir une comptabilité environnementale très exhaustive et rigoureuse. Non, on n'y arrive pas. Après, peut-être qu'en 2050, on aura davantage de données et on pourra effectivement arriver à chiffrer davantage de services. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que ça doit rester un outil de sensibilisation. Mais ce n'est pas négligeable parce que c'est un outil très puissant. Aujourd'hui, pouvoir parler... intégrer la logique service écosystémique dans notre manière dans la politique surtout, elle est très importante parce que ça nous permet de changer de regard sur cet environnement dans lequel on évolue. Aujourd'hui, quand on parle de biodiversité avec un élu, un agriculteur lambda, un industriel, il y en a qui sont très éclairés, mais on a une majorité quand même où il y a ce besoin d'acculturation conséquent. Ils vont percevoir cette biodiversité comme une contrainte. Aujourd'hui, elle est présentée comme ça. C'est de la réglementation, c'est des nouvelles règles, des nouvelles contraintes. Et donc, la logique service écosystémique, elle permet d'inverser le regard et de voir non plus la biodiversité comme une contrainte, mais comme une opportunité. Pour un territoire, pour une commune, c'est de l'attractivité touristique, c'est de l'épuration de l'eau, c'est de l'alimentation, de nourrir ma population. Donc, c'est... Ce changement de regard, l'outil de sensibilisation, il est très puissant. Alors si je me fais l'avocat du diable, j'imagine en 2050, on a un super outil qui arrive à approcher, peut-être pas encore exhaustif, mais à justement valoriser les services rendus des écosystèmes et donc des sols en particulier. Donc il y a une valeur, on met un chiffre avec sans doute plein de zéros derrière le premier chiffre. Et... est-ce que des entreprises ne pourraient pas dire « Ah bah moi, vous, cher élu local, je vous mets le billet sur la table et comme ça, j'achète et puis en fait, quelque part, je vous rembourse en fait la valeur de cet écosystème et moi, je fais mes petites affaires, je vais vendre mes produits, etc. Et je vous rembourse, limite, je vous paye tous les ans une redevance écosystème et donc ça pourrait aussi être contre-productif. » Tout à fait. C'est vraiment un risque... conséquent qu'il faut pouvoir
analyser. On est quand même dans une société qui se privatise de plus en plus et du coup il y a cette vigilance à avoir quand on commence à chiffrer les services rendus par les écosystèmes. C'est pour ça que... Oui, on pourrait dire tout ce qui se chiffre s'achète, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je crois que ça doit rester un outil de sensibilisation, de formation et pas un outil de gestion. Ouais. Est-ce qu'en 2050, on pourrait imaginer que... Alors aujourd'hui, il existe un droit des sols, mais que la notion de bien commun soit, je ne sais pas, inscrite dans la Constitution. Je ne sais pas si ça y est déjà, non, je ne pense pas. Et de dire, ben voilà, les sols sont un bien commun de l'humanité, n'ayons pas une vision que franco-française, parce qu'il y a la gestion des sols, mais il y a aussi leur préservation, parce qu'on voit aujourd'hui les phénomènes d'érosion qui sont énormes, un appauvrissement par conséquent des sols qui sont pollués par l'industrie, par l'agriculture, par nous tous avec nos voitures, voilà, etc. Ça, il y a en effet, on a essayé de mettre en place à l'échelle européenne une directive cadre, comme on a pour l'eau. Aujourd'hui, on a une directive cadre sur l'eau qui, bon, c'est pas parfait encore, hein, on a encore des objectifs d'épuration des eaux conséquents à atteindre, mais en tout cas, ça a donné un cadre et ça a permis à l'échelle européenne d'avoir des objectifs partagés en termes de dépollution de l'eau. Et de maintien, de restauration de la qualité écologique, en tout cas de l'eau. On a essayé de le mettre en place pour les sols. Donc la Commission européenne avait fait un premier essai de rédaction d'une directive cadre sur les sols pour avoir à minima cette réglementation à l'échelle européenne. C'était en 2014. C'était avant, mais en 2014, elle a été abandonnée. Ah, d'accord. Parce qu'il y a eu 5 pays membres de l'Union européenne qui se sont opposés à cette directive. Ah, est-ce qu'on peut les dénoncer? C'était qui ces 5 pays? Je ne sais pas. La France en faisait partie. C'est pas vrai. La France s'est abstenue. Mais donc ça a eu le même effet, quoi. L'Allemagne aussi en faisait partie, l'Autriche, les Pays-Bas... Et puis en plus, c'est la, je vais dire un truc affreux, mais c'est notre partie de l'Europe, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ils s'y sont opposés parce que, notamment parce que, en lien avec les cités sols pollués, c'est qu'on a à l'échelle européenne et notamment en Allemagne, en France, des problématiques en lien avec les sols pollués, et notamment la vallée de la Ruhr en Allemagne, c'est catastrophique en termes de friches industrielles et donc de besoin qu'on a d'avoir des méthodes de dépollution des sols qui soient plus efficientes, qui soient plus abordables. Et en fait, ils s'y sont opposés parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'atteindre ces objectifs de dépollution qui étaient annoncés dans cette directive cadre. Donc il y avait ça, et il y avait aussi un des arguments qui a fait que ces pays s'y sont opposés. C'était qu'elle était trop, qu'elle dictait trop comment il fallait faire. Normalement, une directive cadre, ça donne des objectifs à atteindre, mais chaque pays est libre de faire comme il veut pour atteindre ses objectifs. Et là, dans la première rédaction, dans cette premier essai de directive cadre, c'était un peu trop, ça guidait un peu trop. Donc ça a été abandonné. Suite à ça, il y a eu une initiative citoyenne européenne qui a été mise en place, People for Soil. C'est un dispositif qui est mis en place par la Commission européenne pour donner la parole aux citoyens des pays membres de l'Union européenne, pour qu'ils puissent donner leur avis sur est-ce qu'il fallait remettre sur le tapis ou pas la directive cadre sur les sols, et proposer une nouvelle, de la repasser au Parlement. Et on n'a pas réussi à atteindre, il fallait atteindre 1 million de signatures en un an. Au final, je crois qu'on était à 300 000. D'accord. Puis j'imagine que les pays qui étaient plutôt contre n'ont pas fait la promotion de l'initiative citoyenne. Si, finalement, on a eu une bonne mobilisation, mais bon, c'était pas suffisant, mais il y a eu une assez bonne mobilisation en France. En France, c'était par France Nature Environnement qui a relayé l'initiative, et puis il y a eu, je ne sais plus combien, mais un certain nombre de structures régionales qui faisaient le relais aussi de l'initiative. Nous, l'IRD2, on avait fait relais aussi.
Mais c'était pas évident parce qu'une initiative citoyenne européenne, du coup, c'est pas une pétition où juste on met sa signature, il faut mettre son numéro de carte d'identité, il y a tout un protocole. Ouais. Et ça faisait un peu frein, quoi. Certaines personnes avaient du mal. Oui, l'impression que c'était quasiment on vous fiche. Ouais, dans cette société big data, voilà, c'est ça. C'était pas très rassurant. Ouais. Et donc du coup, on n'a pas atteint le million de signatures, loin de là. Mais bon, voilà, c'est pas complètement mort. Après, je pense que ça peut venir aussi d'une volonté plus globale. On a le Global Soil Partnership, qui est une initiative mondiale cette fois. Et peut-être que par ces instances plus globales, on pourrait avoir une volonté de remise en place de ces directives à l'échelle européenne. Et puis on peut peut-être aussi espérer que les COP, dans les prochaines, la question des sols ne soit pas une question annexe, mais vienne vraiment au cœur des discussions. Et puis là, on a quand même un ministre qui est assez sensible. Le résultat de People for Soil, ça a été porté à sa connaissance. Il a fait une déclaration derrière. Donc on sent qu'en France, ça commence vraiment à prendre. On l'a très bien senti avec l'Association française d'études des sols, où on a de plus en plus de sollicitations qui viennent sur le côté politique et sur une intervention de connaissance, de caractérisation des sols, de leurs fonctions. Donc on sent que c'est quand même un sujet politique montant. D'accord. Alors, le temps passe vite, mais j'ai encore au moins une question. Tu le disais, tu as commencé par des études de géologie, et donc l'étude des sols dans tous leurs aspects, à la fois historiques, pédologie, etc., c'est sur un pas de temps qui est extrêmement long. On parle de milliers d'années, millions d'années pour en comprendre toute l'histoire et la richesse. Donc quand on parle de 2050, c'est 32 ans, c'est quasiment c'est ça quoi, à l'échelle du sol. Est-ce que tu penses que ce que l'on a perdu à cause justement des pollutions, de l'érosion, en 2050, est-ce qu'on peut déjà parler, imaginer qu'on serait sur la voie d'une... je ne sais pas quel est le terme, restauration, voilà, de restauration des sols, où finalement, 2050, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on ait pris conscience de sa valeur et qu'à partir de là, on commence à y travailler pour une échéance 2100, 2200. La prise de conscience, elle existe déjà. On a quand même beaucoup d'agriculteurs qui, notamment par le milieu agricole, on a beaucoup d'agriculteurs qui réfléchissent aujourd'hui à faire évoluer leur système. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on a... moi, je ne crois pas que, même si c'était très bien de le mettre en place, que le changement, il va venir d'en haut. Je crois vraiment que, notamment en agriculture, le changement, il viendra par les échanges entre agriculteurs, de leur donner du temps pour qu'ils puissent expérimenter de nouvelles pratiques sur leur ferme. Et pour leur libérer du temps, il faut leur donner forcément des conditions de vie, de commercialisation de leurs produits qui soient plus décentes et qui reflètent la qualité des produits qu'ils fabriquent. Et du coup, quand les agriculteurs ont ce temps, on le voit beaucoup par les GI2E, les groupements d'intérêt environnemental, économique, je crois que c'est ça. C'est une dynamique super intéressante où des groupes d'agriculteurs se forment autour d'une question. Par exemple, en Pays de Caux, on a Sol en Co. Donc un groupement d'agriculteurs qui a fait le constat de l'érosion de ces sols qui devenait très problématique. Pour la précision, je crois que dans Sol en Co, c'est pas que des agriculteurs bio, confédération paysanne et tout. C'est ça qui est intéressant. Et justement, donc eux, ils sont mobilisés autour de cette question de l'érosion, à essayer de trouver, par de l'expérimentation, comment limiter ce phénomène d'érosion qui affectait tout leur sol. Et petit à petit, ils ont testé chez les uns chez les autres des méthodes et ils arrivent aujourd'hui à avoir des sols qui partent moins, à stabiliser des sols. Et on parle de couverts permanents, on parle de différentes techniques qui permettent de garder davantage les sols en place, de limiter le labour, toutes ces méthodes-là. Donc je ne crois pas, aujourd'hui la bio, c'est sûr que c'est un idéal à atteindre d'avoir une agriculture biologique partout, sur toutes les terres, à l'échelle mondiale. Oui,
Dans la technique, je suis d'accord. Après, je ne crois pas que l'agriculture, on la fera évoluer en lui mettant des cahiers des charges. Je crois plutôt qu'on la fera évoluer en formant mieux les agriculteurs, en intégrant des cours sur la biodiversité des sols dans les formations, en leur faisant comprendre tous les services que le sol peut leur rendre dans leur itinéraire agricole. Et je crois que c'est plus comme ça, en tout cas, qu'on fera évoluer les choses, qu'on ramènera de l'innovation sur les fermes, et pas en amont avec des gros tracteurs ou en aval. Essayer de donner du temps de formation aux agriculteurs. Et que, par exemple, l'agroécologie soit quasiment, je ne sais pas, une matière à part entière en lycée agricole et pas juste un chapitre. Ou même un chapeau à l'ensemble de la formation. Voilà, parce que l'agroécologie, c'est pas juste une technique agricole, c'est aussi limiter l'isolement de l'agriculteur sur le territoire, c'est aussi réfléchir au tissu d'acteurs autour des fermes. Avant, l'agriculteur, il était au contact direct du consommateur, il y avait beaucoup plus de ventes à la ferme. Aujourd'hui, il est complètement isolé. L'agriculture, ça reste une des professions où on a le plus de suicides. C'est quand même révélateur d'un manque de lien social de cette profession. Il y en a d'autres, mais notamment de cette profession. Donc je crois que... moi, je crois beaucoup à ces groupements d'agriculteurs, à essayer d'amener davantage aussi les jeunes agriculteurs sur des fermes, visiter les uns les autres, essayer de... Nous, en tout cas, on essaie de promouvoir ça, amener des chercheurs sur les fermes. Dans notre association, on essaie de promouvoir ces pratiques-là, de pouvoir faire plus de liens entre des sachants d'horizons différents. L'agriculteur, il est sachant parce qu'il est au contact de la terre. Le chercheur, il est sachant parce qu'il a plein de retours d'expérience différents qu'il peut mettre à portée de l'agriculteur. Donc, ces liens-là, ils sont, pour moi, c'est la connaissance. Il faut qu'on soit beaucoup plus performant sur l'éducation, sur la formation. On a énormément de progrès à faire. Et quand on voit à quel point, en école d'ingénieur notamment, elle se fait privatiser, cette connaissance, c'est effrayant. Moi, c'est pour ça que c'est un des... Si j'ai un côté militant dans ma profession actuelle, c'est vraiment libérer cette connaissance et la mettre à portée du plus grand nombre. Celle qui est produite dans les laboratoires de recherche, dans les formations, il y a vraiment un enjeu très fort à la remettre à disposition du plus grand nombre et éviter cette privatisation petit à petit de la connaissance aussi. D'accord. Pour conclure cette conversation, Sophie, il te reste à formuler le fameux vœu pour 2050. J'en ai plein, du coup. C'est pas évident d'en formuler qu'un. Je crois que ce sur quoi un peu je finissais tout à l'instant, mon vœu le plus cher, c'est qu'on réalise davantage le caractère précieux de la formation et de la connaissance et qu'on le remette davantage en avant dans toutes les politiques qu'on peut mener, de la connaissance, que ce soit des jeunes, mais aussi des élus. On ne prend plus le temps suffisant pour permettre cette acculturation et permettre cette compréhension. On a un monde qui évolue, une planète qui évolue très vite et on n'a pas assez de temps, on ne dédie pas assez de temps pour comprendre ces évolutions et pour qu'on ait surtout un très grand nombre d'acteurs qui comprennent. Aujourd'hui, on garde quand même les chercheurs dans leur labo qui comprennent et puis à côté les acteurs qui essaient de composer avec un monde qui évolue beaucoup trop vite et des rythmes de travail qui sont beaucoup trop rapides. Donc ralentissons un peu et prenons le temps de nous instruire un peu plus. D'accord, on va essayer de ralentir et d'étendre ces 32 ans pour en faire plus de choses, pour changer le monde. Merci beaucoup Sophie. Merci à toi. Je suis sûre que désormais, vous ne verrez plus votre jardin, le parc là tout près, les champs un peu plus loin, et même votre rue de la même façon. Voilà, c'est ainsi que pas à pas, on change le monde en changeant d'abord notre regard. Et pour cela, un conseil jusqu'à notre prochain voyage dans le futur, soyons toujours curieux.